Alors, c'est un espace de dialogue, en effet, dans le sens où, dans l'arène politique du Conseil de l'Europe, bon, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que, on va dire, des États d'Europe occidentale, mais je pense notamment aux États d'Europe centrale et orientale, voire un peu plus loin, qui nous apportent aussi leur vision de ce que sont ou ce que doit être l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Je pense notamment à des États comme les États d'Europe centrale, donc les Hongrois, les Polonais, les Tchèques et les Slovaques, mais je pense aussi à des pays plus lointains comme dit l'Azerbaïdjan. C'est vrai que ce sont des pays dont on n'entend pas forcément dans la presse, et ce sont des États, je pense à la géographie aux enjeux politiques et géopolitiques qui parfois ne nous sont pas familiers à nous, Européens de l'Ouest. Et je pense que justement le Conseil de l'Europe a cette vertu de rassembler toutes ces populations et permettre justement un espace de dialogue. Après, le dialogue n'exclut pas les tensions. On voit par exemple que la politique turque vis-à-vis du parti des travailleurs du Kurdistan et de la question kurde se retrouve régulièrement au, au chapitre du Conseil de l'Europe et de la Cour. Donc ça donne lieu à des débats très, très passionnés. Je pense également à... il y a eu évidemment le retrait de la Russie il y a quelques années. Les Russes sont sortis du Conseil, enfin, n'ont plus siégé au Conseil de l'Europe, ils sont revenus après. Donc, il y a souvent, il y a de temps en temps, pardon, du va-et-vient politique, et je pense que justement le Conseil de l'Europe permet aussi de prendre le pouls prendre le pouls des tensions politiques et justement de fournir un forum où les différentes parties, les différentes visions peuvent s'exprimer. Alors les deux se réclament et veulent défendre l'état de droit. Après, il faut bien voir que l'Union européenne a été construite sur un marché commun, là où justement le Conseil de l'Europe a été bâti sur des convictions peut-être un peu plus philosophiques, un peu moins matérialistes, disons. Euh, et je dirais également que ça n'empêche pas que les deux institutions, les deux Union européenne et Conseil de l'Europe se parlent, discutent beaucoup. La production, on va dire, jurisprudentielle, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, a beaucoup influencé celle de l'Union européenne, qui était, on peut le dire, en retard sur les questions des droits de l'homme, tant et si bien qu'il y a eu des réflexions, il y a toujours des réflexions sur est-ce que l'Union européenne, en tant qu'entité, peut intégrer la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ça donne lieu à des débats et à des discussions assez compliquées, puisque la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas d'accord. Elle l'a clairement exprimé en 2013 par une opinion, puisqu'elle craignait de perdre son monopole. Donc les deux, voilà, les deux travaillent ensemble. Je dirais leurs fonctionnaires déjeunent souvent à la même table. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi au niveau institutionnel des dialogues. Et même je pense qu'avec des pays avec qui ça va un peu moins bien, il n'empêche que le dialogue est là. Je prends l'exemple d'un pays qui n'est pas dans le Conseil de l'Europe, un pays dont on entend parler ces derniers temps. Il s'agit du Bélarus. Pourquoi? Parce que le Bélarus pratique toujours, dans les faits, la peine de mort. Ce qui est rigoureusement, ce qui est même un des critères pour rentrer dans le Conseil de l'Europe, c'est d'avoir aboli cette sanction. Ce que le Bélarus n'a pas fait pour le moment. Mais il y a toujours voilà, des dialogues, on discute toujours avec le Bélarus. Et je pense que c'est ça la vertu du Conseil de l'Europe, c'est que ça permet de maintenir le dialogue. Euh, je dirais, vaut mieux un dialogue qui peut être difficile qu'une absence totale de dialogue. Alors, outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
Pas vraiment, puisque les résolutions de l'Assemblée parlementaire, elles, ne sont pas contraignantes, au sens où on n'est pas lié par elles. Ça n'empêche pas qu'elles peuvent avoir une certaine influence politique, mais non, je dirais l'intergouvernemental a cela d'intéressant que les États sont libres ou non d'adhérer de leur propre chef au traité que propose le Conseil de l'Europe. Après, je dis ça, on a bien vu qu'il y avait donc le comité des ministres, qui réunit les ministres des Affaires étrangères ou plus souvent les ambassadeurs. Donc, quelque part, les États proposent des traités auxquels ils adhèrent ensuite. Donc, il y a quand même une relative unité dans les grands principes. Ils se proposent des textes qu'ils acceptent ensuite. Alors pas tous, pas tout le temps, mais la majorité des textes qui sont proposés finissent par trouver un certain écho. Je pense que si jamais il y a un État qui sort du Conseil de l'Europe, ce sera peut-être temporaire. Il y a eu des États qui en sont sortis, qui sont revenus. Vu que le Conseil de l'Europe est moins contraignant que l'Union européenne, une éventuelle sortie, même si ça envoie un message politique, a, je dirais, moins de conséquences. Après, je me projette dans l'hypothèse où, quel qu'il soit, se détournerait totalement des valeurs du Conseil de l'Europe. Je pense que ce serait plus grave, après ça n'engage que moi, mais je pense que ce serait plus grave qu'un État qui sortirait de l'Union européenne. Parce que, je dirais, politiquement, on peut sortir d'un espace économique. On y perdrait économiquement, mais on garderait, je pense, une certaine philosophie politique. Alors qu'un État qui déciderait de dire, voilà, la démocratie, l'état de droit ou les droits de l'homme, moi, je ne veux plus en entendre parler, ce serait, je pense, beaucoup plus grave et beaucoup plus alarmant comme message. Après, entendons-nous bien, je pense bien sûr, qu'aucun pays ne va être, on va dire, de but en blanc et ne va totalement se détourner de ses conceptions. Tout au plus, les États vont dire je partage un avis différent sur ces notions-là. On a bien vu, par exemple, pendant le bloc de l'Est, le discours des États communistes était de dire les démocraties populaires, ce sont des démocraties. Nous avons une vision différente de la démocratie, qui n'est pas celle de l'Europe de l'Ouest. Et je pense que, après, je ne peux parler qu'en mon nom, mais le Conseil de l'Europe, oui, va s'élargir, enfin du moins élargir son dialogue avec d'autres pays. Mais le fait que ce soit de l'intergouvernemental et que ce soit pas, on va dire, du contraignant en tant que tel, ça permet aussi un dialogue beaucoup plus souple et beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins de friction qu'on peut avoir, par exemple, avec l'Union européenne. Alors, les deux prétendent apporter la paix en Europe et les deux affirment atteindre les mêmes valeurs, mais je pense que justement le Conseil de l'Europe est peut-être plus efficient, pas efficace, efficient dans sa manière de faire, dans le sens où une telle que l'Union européenne par exemple, je dirais que il y aura forcément des disparités. On le voit bien entre, par exemple, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Il y a des disparités économiques et celles-ci vont créer des tensions. Alors que justement, le Conseil de l'Europe, vu qu'il n'y a pas cet aspect, il y a moins, je dirais, cet aspect économique, cet aspect de concurrence entre États, il n'y a pas au sein du Conseil de l'Europe de concurrence fiscale, de concurrence sociale. C'est sûr que le Conseil de l'Europe traite de ces matières pour essayer quand même de faire du rapprochement, mais c'est pas dans le cadre du Conseil de l'Europe, par exemple, qu'on a entre guillemets, le syndrome du plombier polonais.